Amis, bien le bonsoir. Cette vidéo, j'ai failli ne pas la faire. En fait, je vous cache pas que ça m'a démoralisé. J'ai même jeté les documents de préparation à la poubelle. D'accord? Je voulais pas la faire. Et après, un peu plus tard, je suis en train de ranger des papiers et j'ai retrouvé ces documents. Et je me suis dit, je vais quand même en parler. Mais en fait, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai eu tellement de dégoût que j'avais même plus envie de faire de vidéos sur ce canal en général. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous savez, moi j'aime bien les histoires où on voit de l'adversité, mais on voit aussi de la compétence, de l'intelligence, la débrouillardise humaine. Quand par exemple, il y a un cas, celui de Sioux City, avec le gars qui se retrouve avec un DC-10 incontrôlable, et il doit gérer, il doit galérer pour essayer de trouver des solutions pour le piloter au moteur, et qui réussit plus ou moins à le poser en sauvant une partie des passagers. Ça, c'est des histoires que je trouve extraordinaires parce qu'elles sont porteuses d'espoir. Il y a des histoires aussi sur ce canal, sur des traversées des fois de l'Atlantique au milieu de la nuit avec des avions à hélices dont les hélices commencent soudainement à hurler, des moteurs à bloquer, prendre feu, tomber en panne, des gens jetant des fois des chaises, des bagages par-dessus bord pour essayer de rester en l'air et gagner quelques kilomètres encore. Ça, c'est des histoires porteuses d'espoir. Mais ce qu'on est en train de voir de nos jours, on est en train de voir des accidents où en réalité c'est des tragédies au ralenti qu'on voit et qui sont complètement infligées par les pilotes à eux-mêmes. Et on se dit, mais quelle leçon on va tirer de là? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre de là? D'accord? C'est pour ça que c'est malheureusement la signature de notre époque. C'est le temps qui veut cela. Alors j'aimerais vous parler d'une histoire qui s'est passée en mai 2017 sur la côte est des États-Unis. On n'est pas très loin de l'État de New York. Et en fait, on a un avion de type Learjet 35, qui est un avion d'affaires à la base, fondamentalement. Il appartient à une compagnie qui s'appelle Transpacific. Alors, Transpacific a été créé par un gars qui est une sorte d'homme orchestre. Il a créé cette compagnie-là, et il occupe énormément de rôles. Il n'a pas vraiment même si la compagnie officiellement est basée à Hawaï, en fait, elle vole un peu partout et elle a à peu près, en ces temps-là, elle a à peu près 5 avions de différentes espèces. D'accord? Elle fait du vol à la demande. Très souvent, les gens prennent leur téléphone, installent une application et puis ils vont pouvoir commander un jet privé au travers de plateformes qui font rencontrer des compagnies et des clients. Une sorte d'Uber, si vous voulez, du ciel. Je vais vous dire un truc. Les compagnies aériennes, elles peuvent être mauvaises, hein, il y a de tout. Il y a des bons, des bonnes, des mauvaises, il y en a même des interdites, tout ça. Mais aussi bas qu'elles puissent tomber, il y a quand même un plancher, il y a quand même un niveau en dessous duquel elles ne peuvent pas descendre. Tout simplement parce qu'elles évoluent dans un environnement qui est ultra régulé. Les compagnies d'affaires, les compagnies de vol à la demande, il y en a de très bonnes, il y en a même de meilleures que de compagnies aériennes. Mais la réalité du terrain, c'est que les mauvaises sont encore plus mauvaises que les mauvaises compagnies aériennes. Ça signifie qu'elles évoluent selon des règles beaucoup plus relaxées, d'accord? Et donc, quand elles décident de faire du mauvais travail, il n'y a plus de limites vraiment, comme on va le voir aujourd'hui. Alors ce jour-là, je disais, on a un avion qui va arriver à l'aéroport de Philadelphia, aux États-Unis. Durant l'atterrissage, il est un petit peu secoué parce qu'il y avait du vent, rafales, des turbulences, tout ça. Maintenant, c'est même pas la faute des pilotes, mais l'avion est un petit peu secoué. Il atterrit quand même. Une fois qu'ils arrivent au terminal, les passagers, les clients, au nombre de 3, qui étaient partis faire du golf ce jour-là, et qui normalement, d'après ce qui a transpiré, normalement devaient revenir avec les pilotes, ont décidé de revenir par la route. Ils ont dit aux pilotes, écoutez, vous partez sans nous, d'accord, c'est bon, on arrête là, le business, vous partez sans nous, débrouillez-vous, vivez votre vie, et nous, on va faire du golf aujourd'hui, et puis on rentrera tard en voiture. Donc à ce moment-là, les pilotes sont seuls. Ils décident
de revenir. C'est leur compagnie qui leur a demandé de repositionner. Les vols de repositionnement, ce sont des vols qui sont faits avec un avion sans passagers. Et malheureusement, parfois, ce sont des vols qui donnent lieu à tous les abus. Parce que on a tout simplement des pilotes, d'accord? Et puis il n'y a pas de passagers, donc ça se fait un petit peu à huis clos. Et parfois, c'est l'occasion un petit peu de se surpasser ou de pousser un petit peu le matériel. Il y a d'ailleurs une vidéo sur ce canal où vous voyez une situation où des pilotes ont tenté de monter très haut et puis ils ont fini avec un décrochage, des moteurs qui s'arrêtent et tout. Ça a fini en catastrophe et les deux ont été tués. C'était un vol de repositionnement. Ils étaient seuls dans l'appareil. Alors, ce jour-là, on a un commandant de bord et un copilote. Alors, le commandant de bord, c'est un gars qui a eu une carrière très épisodique. Parfois, il travaillait, parfois, pendant des années, il bossait pas du tout. Le gars était connu pour des troubles un petit peu psychologiques, il était un peu parano. Et il avait été recruté par cette compagnie-là parce qu'ils étaient désespérés. On est vers cette période où il n'y avait quasiment pas de pilotes sur le marché, surtout des pilotes qualifiés sur ce type d'avion. Donc, la compagnie, dès qu'elle a entendu parler de lui, viens, t'es capitaine, t'es assis à gauche, voilà, tu vas piloter. Il arrive. À sa droite, on a un copilote. Alors, ce copilote, il avait pas beaucoup d'heures de vol, mais on parle même pas d'heures de vol ici, c'est même pas le problème. C'est pire. On a un problème de compétence. Un problème très profond. C'est-à-dire, au moment de le recruter, il a été, par exemple, envoyé par sa compagnie pour faire des simulateurs. Quand il est arrivé au simulateur, il ne savait pas démarrer les moteurs de Learjet. Donc on est en train de parler de ce niveau-là. On n'est pas en train de parler d'un niveau, on va dire, d'incompétence ou d'un manque, on va dire, de compétences, où les gens ont besoin de plus d'entraînement ou de formation. Non, on est en train de parler de cas très graves. Donc il n'a pas su démarrer les moteurs de la machine. Par la suite, quand l'instructeur les a démarrés pour lui, puis il l'a mis sur la piste, au moment de décoller, il a tiré le manche trop brutalement, il a fait décrocher l'avion. D'accord? Il a écrasé l'avion dans le simulateur. Plus tard, ils ont fait un atterrissage, il a écrasé l'avion également, l'atterrissage. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, absolument, on est au niveau zéro. On est au niveau zéro, vraiment, de la compétence. Niveau zéro. Dans cette compagnie, il y avait 4 niveaux, 5 niveaux même. 0, 1, 2, 3, 4. Des niveaux qu'on donnait au copilote. Lui, il était au niveau 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'avait pas le droit de toucher aux commandes. Ça veut dire qu'il ne touchait jamais les commandes. Alors, ça vient d'où? Le patron de la compagnie avait importé ce système d'une autre entreprise où il avait travaillé. Cette entreprise avait un système où les copies, quand ils arrivaient, quand ils étaient tout nouveaux, ils sortaient fraîchement de l'école, ils recevaient le degré 0. Par la suite, ils montaient au niveau 1, 2, 3, 4, au fur et à mesure qu'ils gagnaient en expérience et en seniorité. Qui décidait de les faire passer d'un niveau à l'autre et comment? Eh bien, le passage de niveau à l'autre se faisait par l'entremise d'un pilote, examinateur, instructeur qui travaille pour la compagnie sur ce type d'avion. Donc, au bout d'un moment, il va voler avec ce copilote, évaluer sa performance, et s'il voit que la performance est au rendez-vous, il va le faire monter d'un cran. Et au fur et à mesure, il commencera à toucher les commandes et devenir de plus en plus à l'aise. Maintenant, il y avait un problème dans cette compagnie. Quand on importe un process, il faut importer toute l'histoire. Il faut importer tout ce qui va avec. Dans cette compagnie-là, il n'y avait pas de pilote, examinateur, instructeur sur ce type d'avion. Et sur les autres, d'ailleurs, ils avaient une multitude d'avions, mais ils n'avaient pas ce type de poste. Donc, il se passe quoi? Il se passe que ce pilote qui a reçu le degré 0 lors de son embauche, ben, il est coincé au degré 0 toute sa vie. Il ne pourra pas monter parce que le process lui permettant de monter est défectueux. Il exige la présence de quelqu'un et ce quelqu'un n'existe pas dans la compagnie. Voyez-vous? Donc, ce jour, on est vers 15 heures, les deux pilotes décident de partir vers Teterboro pour repositionner l'avion et le commandant de bord va laisser ce copilote piloter. Parce qu'il se dit, c'était, semble-t-il, une pratique assez courante dans la compagnie, en particulier sur les vols de repositionnement, de prendre le copie qui est même au niveau 0 et lui dire, écoute, bon, tu vas piloter un petit peu parce que sinon, tu vas rester coincé là, il faut que tu aies un petit peu d'expérience. D'accord? Ça part fondamentalement d'un bon sentiment, mais il y avait des problèmes.
Et notre commandant de bord va constater, peut-être à son corps défendant, pourquoi ce copilote était gradé au niveau 0. Donc, ils vont faire plusieurs erreurs. C'est même pas des erreurs, j'ai même pas envie de vous parler d'erreurs. Une erreur, c'est, bon, il a omis, il a raté une ligne sur la checklist, il a oublié un truc, il a appuyé sur le mauvais bouton, ça, c'est une erreur. Là, c'est même pas des erreurs. Là, on voit pas dans leur performance quelque chose qui nous dit que ce sont des pilotes. Par exemple, avant de partir, ils regardent pas la météo. Ils regardent pas la météo. Ils n'ont pas jeté un coup d'œil sur le dossier météo, ni rien. Ils avaient un dossier météo qui datait du départ de leur premier vol, qui était très vieux. Les choses avaient changé depuis. Eux, ils n'ont même pas regardé. Ils n'ont pas préparé leur navigation. Ils n'ont pas fait de checklist. Ils n'ont pas fait de briefing. Pourtant, le vol qu'ils devaient faire était très court. Je vous montre, juste pour qu'on parle la même chose. Ils devaient partir de Philadelphia et ils devaient arriver à Teterboro, d'accord? Donc, en termes de distance, on est en train de parler de 80 000 nautiques. D'accord, c'est pas grand-chose. Hein. 80 000 nautiques, allez, on va dire 150, 145 km, grosso modo. Hein, juste pour vous situer, c'est très court. La durée de ce vol, c'est 25 minutes. D'accord? Ça veut dire quoi? Les vols courts comme ceci sont des vols beaucoup plus difficiles. Ils sont très difficiles. Pourquoi très difficiles? Parce que ça se passe très vite. S'il y a un vol qui fait 5 heures, eh bien les pilotes peuvent se concentrer sur le départ et par la suite, ils ont des heures ici à s'ennuyer pour réfléchir à leur arrivée, faire un briefing d'arrivée propre et tout ça. Mais le problème, c'est que sur des vols de 25 minutes, il y a un décollage, une croisière, une approche, un atterrissage très rapide l'un derrière l'autre. Il n'y a pas le temps de faire des briefings. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de partir ici, il faut faire le briefing de départ et le briefing d'arrivée et même le briefing de remise des gaz ici. Tout doit être fait. Il faut que mentalement tout soit en tête. D'ailleurs, si vous voulez regarder une tragédie liée à un vol court, regardez cette histoire de l'Air Algérie. C'est une vidéo qui se trouve sur ce canal. C'est un vol d'Air Algérie qui n'a pas pu poser, qui a dû partir se dérouter vers un autre aéroport. Et puis plus tard dans la matinée, il a voulu revenir sur un vol très court. Et puis ça s'est hyper mal passé. Pilote fatigué, vol très court, tout ça, météo britannique avec le brouillard et tout. Et voilà, ils ont fini contre un poteau électrique. Donc, le niveau auquel ils voulaient monter, ben, ils voulaient monter au niveau 270, le Captain. Ils voulaient monter au niveau à 27 000 pieds. Quand on est en train de parler d'à peu près 8 000 mètres d'altitude. Ça n'a strictement aucun sens. D'accord? Mais c'est la preuve, encore une fois, qu'ils n'avaient pas préparé leur vol. Donc, durant le décollage, c'est le copilote qui fait le décollage. Donc, il met les gaz, le commandant est en train de le briefer, il est en train d'agir en instructeur cette fois-ci. Il décolle, il est autorisé de monter à 4000 pieds. Ils sont autorisés à monter seulement à 4000 pieds. Donc, le problème, c'est qu'ils commencent à se dire, mais pourquoi on ne nous laisse pas monter plus haut? Parce qu'ils ne réalisent pas du tout qu'ils sont dans une situation qui sont très proches, que l'aéroport est en train d'arriver vers eux très vite. Ils demandent de monter plus haut. Le contrôleur refuse. Il leur dit non, je ne peux pas vous autoriser à monter plus haut. Alors, ils ne comprennent pas, ils commencent entre eux à critiquer le contrôleur, critiquer les autres pilotes et tout ça. Même la sémantique utilisée n'est pas une sémantique de pilote. D'accord? Ils parlent comme s'ils étaient dans un PMU ou dans un bar. D'accord? Donc, d'autant plus qu'il y a un truc. Si on regarde la région, ils sont en train d'aller vers la région de New York. L'aéroport de Teterboro est très proche de l'aéroport de JFK, par exemple. C'est un espace aérien extrêmement dense, même selon d'ailleurs les critères de la FAA, il est considéré cet espace comme très dense, d'accord? Et il est complexe, il y a une complexité, parce que cet espace-là va se diviser sur le plan horizontal et sur le plan vertical, va se diviser en diverses zones de juridiction contrôlées par des contrôleurs qui ont des fréquences et tout ça. De sorte que, s'il faut monter et revenir, c'est pas seulement une question de performance. Là,
On n'est pas dans le désert de Gobi où il peut dire, attends, je vais te montrer un truc. On va sur cette distance-là, je vais te montrer que je peux aller au 270 et revenir. C'est même pas ça. C'est que pour monter et descendre, à travers cet espace, ben, il faut des synchronisations, il faut changer de fréquence, il faut parler à des contrôleurs, il faut attendre qu'ils puissent permettre à l'avion de monter et de descendre, de sorte que, techniquement, ce n'est pas faisable, sur une distance aussi courte, de monter aussi haut. Voilà. Donc, nos pilotes sont à 4000 pieds et ils se demandent pourquoi on ne les laisse pas aller plus haut. Autre problème qui va arriver. La qualité du pilotage. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, ils vont dépasser la vitesse de 250 nœuds en dessous du niveau 100. C'est-à-dire que c'est relativement universel, avec quelques détails à droite à gauche, mais en général, il y a une limite de vitesse. La vitesse, conventionnellement maximale à adopter en dessous du niveau 100 est de 250 nœuds. Les gars, à plusieurs reprises, le contrôleur aérien doit leur dire contrôlez votre vitesse, ou c'est quoi votre vitesse? Ils disent, oula, on s'est gouré, on a oublié. Donc, ils doivent réduire leur vitesse parce qu'ils allaient trop vite par rapport au trafic environnant. Donc, ils continuent et leur système, ça signifie leurs instruments et tout ça, ne sont pas programmés pour le type d'arrivée qu'ils vont faire. Parce que ce qu'on va leur faire faire comme arrivée à l'aéroport de Teterboro, c'est celle-ci. Il y a deux pistes qui se croisent à peu près en X. Alors, il y en a une qui est comme ceci. Ça, c'est la piste 06, elle est orientée au 60, d'accord, au 60 magnétique. Et on a une autre qui est comme celle-ci. C'est la piste 01 qui est orientée presque au nord magnétique. Alors, là, l'histoire de l'approche sur Teterboro, ça c'est l'aéroport Teterboro, c'est que il y a un ILS que sur la direction 06. Il n'y a pas d'approche publiée, il n'y a pas d'approche aux instruments publiée pour la 01. D'accord? La 01 n'a pas du tout n'a pas d'aide d'approche aux instruments. Donc, comment ça se passe en général pour atterrir sur la 01? Et ce jour-là, vu la direction du vent, ils sont obligés, d'accord? Parce que comme le vent est comme ceci, donc il est trop en travers pour la 06, ils sont obligés d'aller en 01. Mais alors comment ils font pour aller sur la 01? Alors ils font ce qu'on appelle une sorte de circle to land. Donc ils font ceci, regardez. Ils reçoivent un guidage radar, donc ils s'approchent sur la 06, d'accord? Ils s'approchent sur la 06, et à un moment donné, ils sont là, hein, le problème c'est que j'arrive pas, il faut un carnet 2 fois plus grand, quoi. Donc, ils s'approchent là, et à un moment donné, ils font un virage à droite, donc ils quittent l'approche, et puis ils vont vers un stade, ici il y a une sorte de stade, d'accord, il y a une sorte de stade ici, ils vont vers lui visuellement, et puis ils tournent, et ils vont atterrir, d'accord, ils vont atterrir en 01. Donc, en première intention, ils font une approche aux instruments sur la 06, mais ils compléteront pas leur approche. Ils continuent, ils descendent, et à un moment donné, il y a un endroit où ils doivent sortir de l'axe d'approche de la 06 et continuer visuellement en utilisant des références visuelles. Typiquement, ce que les pilotes utilisent, c'est justement, ils vont vers le stade, et avant d'arriver à celui-ci, virent à gauche, et puis atterrissent en 01. Nos pilotes sont complètement à la ramasse. On a notre copilote qui commence à paniquer. Il demande au commandant de prendre les commandes. Celui-là ne l'écoute pas. Non, vas-y, fais ceci, fais cela. Il lui donne des ordres contradictoires parce que lui-même est perdu. Comme il n'a pas fait de briefing, comme il n'a pas préparé ses instruments, il n'a pas préparé ses cartes, il n'a rien fait. Il est en train d'improviser. Et plus il improvise, moins ça marche. À un moment donné, alors que tout le monde, tous les avions font ce genre de cheminement pour aller à 01, lui, il a dépassé, il est là, et il n'a pas viré. Il n'a pas viré à droite. Et c'est trop tard. Donc, il est trop haut et trop proche de la piste maintenant. Le contrôleur aérien le contacte et lui dit, alors vous le faites ce virage? Il dit, oui, on va virer maintenant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne au copilote de virer à droite. Celui-ci vire brutalement à droite, comme ceci. Et durant ce virage, commence à perdre de l'altitude. Très, très fortement. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a trop viré. D'accord? Et un des problèmes avec les circle to land, il y a certaines compagnies même qui les interdisent. Ils ne veulent pas que leurs pilotes fassent ce genre de choses parce que c'est des manœuvres
à vue, des manœuvres au ras du sol. Et puis, malheureusement, voilà, si les gens ne sont pas assez compétents, ça peut mal se terminer. Il y a une autre vidéo que j'ai faite, celle sur Tahoe, Californie. 6 morts. Pareil, les gars, le virage, il serre le virage, regarde la piste, serre le virage, serre. Et au bout d'un moment, il est tellement incliné, bam, décrochage, fini au sol. D'accord? On est à basse altitude, on est à basse vitesse, et évolution manuelle typiquement, et évolution à vue. Et donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est il y a un mélange un petit peu qui fait que ça peut devenir détonnant. Alors, une fois qu'ils arrivent là, que se passe-t-il? Notre copilote voit la piste là et réalise qu'il ne pourra pas poser dessus. Elle est trop proche, il est trop haut. Il est à 90 degrés, plus que 90 degrés de la piste. Remarquez ma flèche, est très réaliste. Il est... la piste là, elle est au 0,1, lui il est au 135, d'accord? Ça signifie, il est en train, réellement, il la voit, elle est presque derrière lui là maintenant. Donc, le commandant de bord lui dit, je prends les commandes cette fois-ci. Il dit, tiens, je prends les commandes. Donc il prend les commandes et il va faire ce virage, il va tenter de faire un virage au ras du sol, un virage supérieur à 90 degrés. D'accord? Donc il va tenter de faire ce dernier virage. Un virage très brutal, très serré au ras du sol. Maintenant, ce qui se passait ce jour-là, c'est qu'il y avait beaucoup de vent. Le vent était de 16 nœuds avec des gusts, qu'on appelle ça, des rafales à 32 nœuds. C'est assez brutal quand même, hein. C'est des circonstances qui secouent pas mal. Les mecs, comme ils n'ont pas regardé la météo, comme ils n'ont pas écouté l'ATIS, qui est un enregistrement de météo, d'accord, qui donne la météo, parce qu'ils étaient trop dépassés, ils n'ont pas réalisé qu'il y avait autant de gusts, de rafales. Ça veut dire qu'ils n'ont pas majoré leur vitesse d'approche. Normalement, la vitesse d'approche est majorée quand il y a une situation où il y a des vents qui varient sans arrêt. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est que le vent va augmenter soudainement, puis ralentir. Que va-t-il se passer quand le vent s'arrête? Eh ben, la vitesse de l'avion va baisser. Donc, il faut toujours avoir de la marge. S'il n'y a pas de marge, la vitesse peut aller dans des zones très critiques. Comme les gars n'avaient pas regardé la météo, ils n'avaient pas majoré leur vitesse. Donc, à un moment donné, l'avion est très incliné, fortement incliné. Et que se passe-t-il? Soudainement, il décroche, commence à perdre la vitesse et il s'enfonce à l'intérieur du virage. Il a été calculé plus tard par le NTSB, parce que cette affaire, hein, elle a fini avec le NTSB, vous avez compris. Il a été calculé que, au moment du décrochage, il était à 9 nœuds au-dessus de la vitesse qui aurait donné un décrochage dans ces conditions-là. Ça signifie en considérant l'inclinaison, en considérant le poids de l'avion, en considérant la température, la densité de l'air, l'âge du capitaine, l'avion n'était pas censé encore décrocher. C'était dangereux ce qu'il a fait au ras du sol, mais ce n'était pas censé, isolément, de donner un décrochage. Maintenant, le problème, c'est que ce qui aggrave le décrochage, dans ce cas-là, bon, il y a plein de choses qui aggravent le décrochage, comme la symétrie du virage et des choses comme ça, mais ce qui a donné le décrochage, ce sont les rafales. Ça signifie qu'il était au ras du sol, super incliné à la recherche de la piste, sa vitesse était en train de revenir en arrière, le copilote dit 4 fois de suite speed, il l'a dit, il l'a annoncé, sauf que probablement le capitaine, entre guillemets, savait ce qu'il faisait, ça signifie qu'il voyait sa vitesse partir, mais il se dit je suis toujours dans les marges, d'accord? Et à ce moment-là, soudainement et brutalement et sans avertir, l'avion décroche. C'est-à-dire que une rafale, probablement il y a eu du vent, qui soufflait peut-être à 32 nœuds, puis soudainement a ralenti. Et que se passe-t-il? L'avion est soudainement privé de ce souffle-là. Et puis, il va décrocher. Il y a les caméras de surveillance qui ont raconté le reste de l'histoire. Cet avion, super incliné, 125 degrés, en piqué, est parti vers le sol, vers un parking qui se trouve dans l'extension de la piste 01. Et puis, il s'est écrasé dans le parking. Il a tapé, son aile gauche a tapé contre un bâtiment, causant un peu de dommages. Et il a fini dans le parking, éclaté en 1000 morceaux, les réacteurs, le feu, des voitures brûlées, tout ça. Les 2 pilotes, bien sûr, tués sur le coup. Le commandant de bord est parti en gueulant dans la radio, hein, à la dernière seconde, il a crié dans la radio. Donc,
Voilà, c'est ce qui a permis de savoir que ben, voilà, c'était fini, en plus de leur disparition, n'est-ce pas, du radar. Mais voilà, ces passagers qui ont choisi de ne pas voyager avec eux ont eu la vie sauve grâce à leur nez ce jour-là. Mais ça reste un accident dramatique et je ne crois pas qu'il y a sur ce canal pire que cela en termes de performance humaine. Il n'y a absolument rien à retenir de la performance humaine de ces deux pilotes. J'espère qu'on ne verra pas d'autres histoires comme celle-ci parce que c'est assez démoralisant quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et on se voit dans la prochaine quand même. Très bientôt.